Bienvenue à cette nouvelle session de Evolution TV. On va avoir le plaisir de parler maintenant de l'hydrogène dans le BTP en général avec trois invités que je vais présenter tout de suite. Alice Hainaut, vous êtes directrice prospective et développement de l'Oxam, loueur mondial qu'on connaît bien, implanté dans 30 pays, 11 000 salariés et j'ai noté un parc de 650 000 machines. Ça fait beaucoup. Julien Wechter, vous êtes vice-président R&D du groupe Manitou. Référence mondiale aussi de la manutention, de l'élévation et du terrassement, présent dans 140 pays et 4 500 collaborateurs. Jérémy Lagarigue, vous êtes PDG d'EODEV, société qui capitalise en fait des technologies embarquées par le bateau Energy Observer. Et l'an dernier, vous avez lancé votre première chaîne de montage à Montlhéry, à 25 km environ du sud de Paris. Et je crois que vous avez un démonstrateur, une machine pas très loin à l'entrée du salon. Alors, on va démarrer cette session avec une question un peu générale sur la place que l'hydrogène peut prendre dans les stratégies de vos différentes entreprises, notamment vous, Madame Hainaut et Monsieur Wechter, puisque c'est pas, votre cœur de métier. Comment le vecteur hydrogène s'insère dans votre stratégie? Madame Hainaut, peut-être pour commencer. Oui, donc bonjour à tous. Peut-être je devrais donner un petit peu de contexte pour expliquer qu'on a réalisé notre bilan carbone. Et on réalise que 95% de nos émissions sont en fait des émissions indirectes, Scope 3. Et même, peut-être plus intéressant, 53% de nos émissions, ce sont en fait des émissions de nos matériels lorsqu'ils sont utilisés par nos clients sur leur chantier. Et donc, quand on a décidé de notre trajectoire carbone, on s'est engagé à réduire nos émissions directes de 50%, nos émissions indirectes de 30%. Et donc, ça implique une volonté très forte de proposer des matériels propres ou plus propres à nos clients. Et donc, on regarde tout. On regarde l'hydrogène, on regarde l'électrique. Et l'hydrogène, c'est une solution pour proposer des matériels plus propres, mais ça s'inscrit dans une démarche de curiosité et qui ne se limite pas à l'hydrogène. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Wechter, alors, un levier majeur ou une solution parmi d'autres, cet hydrogène? Oui, alors tout à fait. Donc Manitou, comme vous l'avez dit, référence mondiale de la manutention. On est présent sur 3 marchés, la construction, mais on a aussi des enjeux sur l'agricole, sur l'industrie. Donc tous ces marchés sont intéressés par cette démarche. Et à cet effet, c'est une vraie stratégie de groupe. C'est-à-dire qu'on a une stratégie bas carbone 2030 qui est maintenant clairement définie. Elle est basée selon l'initiative internationale SBT qui est reconnue par les Nations Unies. Et on va recevoir prochainement les résultats de la certification d'ici peu de temps. Et on a beaucoup d'attentes là-dessus, d'avoir vraiment cette référence au sein de chez Manitou. Donc 2 objectifs majeurs dans cette trajectoire. Le premier, c'est de réduire 46% de nos propres émissions de carbone, c'est-à-dire celles qui sont liées à notre activité industrielle qui est effectivement assez importante. On a plusieurs sites dans le monde et 6 en France. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement le scope 1 et le scope 2. Donc on est vraiment aligné avec l'Oxam. Et deuxièmement, diminuer de 34% l'émission de carbone de l'utilisation de nos machines. On a des nacelles, on a des chariots télescopiques, des chariots Homad, des charges articulées. On a une très grande gamme chez Manitou. Et celle-ci, ça représente 89% de ce scope 3 de émissions indirectes. Donc l'enjeu est très fort, vraiment sur l'usage de nos produits également. Alors pour revenir sur l'hydrogène, parce que j'en ai pas encore parlé, c'est une solution très intéressante, très innovante, et puis là, c'est l'ADN de Manitou d'être innovant évidemment. Et on pense que ça va être complémentaire avec d'autres énergies comme l'électrique. On croit qu'il y a une cohabitation qui va s'installer. On n'est pas à 100% hydrogène, 100% électrique, parce que pour nous, on évalue vraiment toutes les énergies qui sont propres. Et on croit vraiment à une cohabitation. Et notre objectif, en fait, c'est d'ici 2030, 43% de nos machines commercialisées offriront l'une de ces énergies qu'on appelle propres, qu'on appelle vertes. Très bien, merci beaucoup. Et alors vous, Monsieur Lagarigue, l'hydrogène, c'est votre ADN, mais alors comment vous voyez l'avenir de cette molécule, en quelques mots? L'hydrogène, effectivement, comme mon confrère vient de le dire, va faire partie de la mixité énergétique. Le futur sera un mix de pas mal d'énergie. On a besoin pour cette transition énergétique des efforts de tous et chaque solution de conditionnement de l'énergie a des avantages. On voit bien aujourd'hui dans la mobilité légère, la batterie a toute sa place. Dans la mobilité un petit peu plus lourde, un peu plus industrielle, l'hydrogène répond à des objectifs d'engagement des machines, de rechargement rapide, de dégagement de forte puissance. Néanmoins, aujourd'hui, les produits qu'on est capable de proposer peuvent aussi répondre à un enjeu majeur qui est le remplacement de la solution diesel.
Alors, je ne faut pas dire qu'il n'y aura plus de diesel. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% des électrons dans le monde entier sont produits à partir du diesel. Maintenant, l'hydrogène va représenter 20% de ce marché qui pèse plusieurs milliards de dollars. Et aujourd'hui, on a industrialisé, on a donc 5 démonstrateurs ici à l'entrée du salon Evolution. Et cette chaîne de production est une façon de montrer aujourd'hui que les solutions hydrogènes sont industrialisées, sont matures, sont à un coût abordable, parce qu'on a déjà certains cas d'usage où l'hydrogène est moins cher que des solutions diesel qui sont pourtant connues. Et malheureusement, les actualités récentes ne font que faire augmenter le prix des carburants et de fait, mettre encore plus en avant la nécessité de l'hydrogène et surtout sa compétitivité. Très bien, merci. Alors dans ce marché naissant, on va essayer de voir justement quel type de machine vous pouvez utiliser. Monsieur Wechter, par exemple, on commence avec vous. Quel type de matériel vous avez peut-être déjà testé et est-ce qu'on est plutôt orienté pile à combustible ou combustion directe d'hydrogène, en tout cas dans ce que vous avez vu? Alors pour commencer sur les solutions techniques, donc nos ingénieurs explorent vraiment toutes les pistes pour répondre aux besoins de nos clients. On voit qu'il n'y a pas qu'une seule réponse et puis nos produits sont très variés, de la forte puissance, des autonomies qui sont très variables. On a des produits qui vont à quelques km/h et d'autres qui vont à 40-50 km/h. Donc il n'y a pas une solution unique en termes de technique. Et le parti pris qu'ils ont pris chez Manitou, ça a été de prendre l'aspect le plus difficile parce qu'on aime bien se challenger. On aime bien plutôt prendre la face nord de l'Everest. Donc on est en train de prototyper 2 machines qui sont très engageantes. Des chariots télescopiques grande hauteur, les plus fortes puissances. Et c'est ces machines-là qu'on est en train de prototyper, qu'on aura en usage à partir de début 2023. Et le parti pris, ça n'a pas été de dire on regarde seulement la machine, on a voulu prendre en considération toute la chaîne. Parce qu'on sait que l'hydrogène, pour que ça décolle, on aura besoin de production, d'approvisionnement, aussi en bord de chantier, de cas d'usage et aussi de chantiers, de clients qui vont être capables d'utiliser. Donc on s'est vraiment approché de producteurs tels que Life, qui est proche de notre siège, des chantiers charriers qui aussi nous fournissent des cas d'utilisation qui sont très intéressants. Donc ça, on a vraiment toute cette considération de la chaîne complète pour valider. Et on voit que l'un sans l'autre ne fonctionnera pas, on a besoin d'être tous présents. Et on est aussi en train d'expérimenter ça sur notre usine parce que c'est aussi un grand enjeu. On a 6 usines en France. Comment on va faire en sorte que l'hydrogène soit disponible? Et on a commencé, là c'est une certaine fierté, cette semaine on a mis le premier coup de pioche à notre station hydrogène qui va être capable d'alimenter tous nos prototypes, qui a été placé près de notre centre d'essai que nous avions inauguré en 2018. Et ça c'est super parce que tous nos métiers, hygiène, sécurité, environnement, travaux neufs, aujourd'hui apprennent aussi à apprivoiser l'hydrogène et se projettent dedans. Et ça donne vraiment une certaine dynamique au sein du groupe de Manitou. C'est pas qu'un sujet de R&D, c'est vraiment un sujet d'entreprise complète. D'accord, merci. Alors Madame Hainaut, je vais dire un peu la même question. Qu'est-ce que vous avez exploré comme type de matériel? Et puis il y a quand même aussi une relation clientèle à avoir. Donc qu'est-ce qu'on peut apporter aux clients via ces types d'outils? Alors, nous, pour le moment, on a principalement regardé les groupes électrogènes qui fonctionnent à l'hydrogène parce que on intervient sur des sites qui sont principalement des sites temporaires. Et aujourd'hui, les solutions qu'on a, en particulier en termes de recharge, ne sont pas disponibles sur les sites éphémères. Donc pour l'instant, c'est les groupes électrogènes qui nous occupent. Au niveau des tests, on a réalisé plusieurs tests en chantier, en conditions réelles, chez des clients. Il faut être honnête, on rencontre quand même pas mal de difficultés. Je pense qu'on en reparlera après, mais en termes d'approvisionnement, de stockage, de formation, d'accompagnement, bon, il y a des challenges, mais la bonne nouvelle, c'est que quand on a fait plusieurs chantiers, qu'on a appelé des chantiers propres, où en fait, on met à disposition de nos clients des matériels électriques qui sont rechargés ou alimentés à partir du groupe à hydrogène, on a un constat qui est très positif. D'abord, le premier constat qu'on a, c'est l'absence de bruit et qui est très apprécié des riverains et également des compagnons sur les chantiers parce que ça leur permet de travailler avec une plus grande sécurité. Donc le premier point, c'est l'absence de bruit. Et après vient l'absence d'odeur et le zéro émission de CO2 sur site. Voilà les retours feedback qu'on a de nos chantiers propres. Zéro émission CO2, c'est quand même important, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas et on ne le sent pas. Voilà. C'est quand même important. Monsieur Lagarigue, donc du coup, c'est votre groupe électrogène en fait qui a été testé, si j'ai bien compris, par l'Oxam. Il est testé aussi par d'autres entités comme Enedis. Voilà. Alors, quelle gamme de puissance vous proposez? Jusqu'où vous pouvez aller en fait dans ce type de produit au regard du marché qui se dessine devant vous? Vous me posez une question pour que je vous donne une avant-première. Bien effectivement, aujourd'hui, on a concentré notre développement sur une gamme de 100 kW
kW basé sur la technologie de la pile à combustible Toyota, sur laquelle on a ajouté une batterie. Donc 100 kW, ça fait à peu près 110 kVA. Ça permet de répondre à un certain nombre d'usages. Mais on va dire que l'Oxam en particulier, la plupart des loueurs aujourd'hui qui ont besoin de fournitures hors réseau, on est plutôt sur une moyenne nécessitant normalement aux 250 kW. Et donc on peut vous dire aujourd'hui qu'on est en train de travailler sur ces développements et on va pouvoir offrir des générateurs qui vont aller de 8 kW jusqu'à plusieurs mégawatts containerisés, permettant de répondre à une entre guillemets pléiade de besoins, aussi bien sur de l'événementiel, du stationnaire, de la location hors réseau, ce que fait très bien l'Oxam, que sur des applications plutôt prime power. On a de plus en plus de nécessité de recharger des voitures électriques. Je pense que c'est un petit peu le cas de Manitou, mais aussi de pas mal d'autres acteurs, livraison du dernier kilomètre ou du data center. Donc aujourd'hui, on a là, effectivement une molécule hydrogène qu'on va valoriser en électricité et en chaleur, qu'on va pouvoir offrir aux clients aussi bien sur de la petite puissance que sur de la grosse puissance, en temporaire ou en application prime power. Et une petite question subsidiaire, du coup ce marché pour vous il représente quelle taille et quel pays vous pouvez adresser? Enfin, on va dire à l'horizon 5 ou 10 ans peut-être, je ne sais pas si on voit si loin. On ne peut plus dire qu'on est une start-up, on a passé les 50 salariés et on a passé plusieurs millions de chiffres d'affaires cette année. On a, au moment où on se parle, vendu un peu plus de 40 machines dans 10 pays, donc principalement la France, mais on a aussi livré l'Australie, le Canada, les États-Unis. Je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui bientôt la Belgique et l'Espagne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Très dépendant des écosystèmes hydrogène et les volontés de subvention et d'accompagnement pour lever les difficultés de l'approvisionnement d'hydrogène que Madame Hainaut vient d'évoquer. Et aujourd'hui, on doit dire que la solution est mature, elle est économiquement accessible à un prix très compétitif par rapport au diesel, surtout au moment où on se parle. On n'a pas forcément une vision d'une décroissance du prix, paradoxalement ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire qu'avec une industrialisation massive, les prix vont baisser. Les prix vont baisser avec un développement de machines dédiées à une application spécifique. Aujourd'hui, notre machine fabrique du courant alternatif. On se sert de cette machine pour recharger des voitures électriques. Cette voiture électrique, elle n'a pas besoin d'avoir du courant alternatif. On peut demain développer un générateur qui va recharger directement en courant continu. J'imagine que nos confrères de Manitou seraient contents d'avoir ce type de générateur à un prix plus abordable, tout comme les gens de chez l'Oxam. Donc on est plutôt en train de travailler aujourd'hui sur définir des produits qui vont répondre aux usages clients, plutôt qu'avoir un produit qui servait un petit peu de démonstrateur et de lanceur de gamme, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est capable de répondre à une pléiade de marchés. D'accord. Alors gardez le micro, je vous pose encore une autre question. C'est le flux là d'un seul coup. Parce que vous avez soulevé ce souci de l'approvisionnement. Il y a deux enjeux en fait. Il y a l'accès à de l'hydrogène vert, mais bon, on va dire pour l'instant il n'est peut-être pas trop à votre main. Mais il y a aussi la logistique d'approvisionnement. Comment régler ce point-là? Enfin, en tout cas à court terme, comment on peut faire que ça soit plus facile? Alors effectivement, il y a un vrai enjeu. Je pense que l'Oxam et nous, on y a été confrontés sur les quelques démonstrations ou chantiers qu'on a voulu faire. Il y a des grands acteurs qui essayent de se mobiliser dessus, mais ça prend un certain temps. On pense à Air Liquide, à Lindégaz et pas mal d'autres. On a aujourd'hui deux sujets. Le premier, c'est l'accessibilité à la molécule d'hydrogène vert. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit ouais, mais il faut faire de l'hydrogène si c'est de l'hydrogène vert. C'est vrai. Je me permets quand même de noter que si vous utilisez de l'hydrogène gris, on a déjà un petit peu moins d'émissions de CO2 que ce qu'on a avec un moteur diesel. Et on n'a effectivement aucun bruit et aucune émission de microparticules. Ce qui, dans le cas de Covid, a été assez drastique pour partager cette maladie. Le deuxième point, c'est la logistique. Comment est-ce que je fais pour transporter cette molécule, mais aussi comment je fais pour la stocker. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, avec les quelques clients qu'on a été capable d'adresser dans les premiers mois de l'année 2022, on est arrivé à la butée des cadres disponibles sur le marché de grands groupes comme Air Liquide, Linde, Air Products. Ces trois grands groupes aujourd'hui n'avaient pas la capacité d'avoir suffisamment de réservoirs. Donc ils sont en train de travailler pour investir massivement dans des nouveaux systèmes de stockage, mais ils vont avoir besoin de s'appuyer sur une logistique. Et ce qu'on va pouvoir offrir à nos clients dans pas longtemps, c'est de porter nous-mêmes ce risque d'offrir la molécule d'hydrogène et de donner l'accès à des clients grands comptes du type l'Oxam, JL Event ou d'autres, pour pouvoir venir s'approvisionner chez nous dans ces cadres hydrogène. Et je pense que c'est la meilleure facilitation qu'on peut leur donner en tant que petite start-up. Maintenant, on a 200 milliards qui viennent d'être investis en Europe pour produire de l'hydrogène et distribuer de l'hydrogène. Il faut laisser le temps aux grands acteurs de se mobiliser et on peut leur faire confiance pour offrir ce service rapidement.
Très bien. Donc il y a un vrai enjeu d'industrialisation, ça c'est certain. Monsieur Wechter, vous êtes aussi confronté à cet enjeu. Et en plus, comme vous l'avez dit, sur site, s'il faut stocker, il faut une infrastructure, il y a des règles administratives à respecter, des normalisations, etc. Enfin, homologation au moins. Quel est le niveau des contraintes et est-ce qu'aujourd'hui c'est un frein ou est-ce que c'est en train de s'arranger ? Alors, je pense que sur l'approvisionnement du dernier kilomètre, on est tous alignés autour de cette table parce qu'on a la même problématique, les mêmes enjeux. Et je vais vous donner plutôt un problématique ou un enjeu qu'on a chez Manitou, parce qu'on en fait la conception de nos produits et on est en train de faire les choix des composants, piles à combustible, réservoirs, moteurs, etc. Et on est face au même enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de législation, il y a un peu une zone grise sur la législation de ce que sera l'hydrogène mobile. On sait ce que c'est pour des installations fixes, ce n'est pas le cas encore des engins mobiles. Donc on a une vraie volonté, on a fait partie de certaines délégations auprès de l'Europe. Il n'y a pas plus tard qu'un mois, j'étais à Bruxelles pour rencontrer vraiment les pouvoirs publics pour leur dire on veut investir sur l'hydrogène, on y croit, on est prêt à mettre vraiment des investissements lourds. Il faut qu'on aille vite sur la législation. La législation ne peut pas prendre 3, 5 ou 7 ans. Il faut qu'on garde cette dynamique qu'a l'hydrogène actuellement. Elle concerne aussi les produits finaux. On voit qu'il y a une grande focale qui est faite sur les réseaux de distribution, sur la production. Il faut aller jusqu'au bout de la chaîne et l'usage. Donc, en tant que constructeur comme Manitou, vraiment, nous, on a cette dynamique. On est là pour contribuer aussi. On est prêt à faire partie de propositions, d'accompagner ça. Et enfin, je dirais, on pense aussi à nos utilisateurs finaux. Il faut rendre l'hydrogène accessible. Chaque nouvelle technologie, ça nécessite des investissements en termes d'infrastructures, etc. Les grands groupes peuvent y contribuer, évidemment, peuvent auto-investir sur ce sujet, mais il faut rendre l'hydrogène vraiment abordable pour nos clients, les aider à investir dans les machines, dans les infrastructures, pour que vraiment cette démarche aille jusqu'au bout, parce qu'elle est absolument indispensable, je pense, dans la trajectoire bas carbone, qui est un enjeu de sociétal. Très bien. Et Madame Hainaut, de votre côté, alors vous-même vous avez évoqué des petits soucis encore à régler tout à l'heure. Il y a cet enjeu d'approvisionnement, de stockage, il y a des zones à texte, ça reste quand même une molécule un peu explosive, cet hydrogène. Alors comment on avance sur ces points et je dirais entre contraintes et avantages, à quel moment vous pensez qu'il y aura une bascule qui pourrait se faire entre des produits gris et des produits verts ? Alors, sur la partie approvisionnement, pour compléter ce qui a été dit, pour nous, le problème d'approvisionnement vient du fait qu'on a besoin de petites quantités par rapport à ce que peuvent fournir les gaziers d'habitude, et puis sur des délais relativement courts. Il ne faut pas imaginer que la planification des chantiers, ce soit des mois ou des semaines à l'avance. Donc ça, c'est 2 points très spécifiques sur l'approvisionnement. Sur les zones ATEX, mais alors ça fait partie des réglementations qui évoluent, et c'est là où on a un rôle à jouer et on est tout à fait OK pour jouer ce rôle. C'est que il faut des cas d'usage pour voir où sont les problèmes. Donc sur les zones ATEX, on avait finalement un espace autour de la platine de détente qui était de 5 mètres. 5 mètres pour un chantier en ville, c'est beaucoup trop. Ça faisait que c'était impossible finalement de proposer ces solutions. Donc, comment on fait ? On travaille, EODEV a travaillé, les bureaux d'analyse, et puis le risque d'hydrogène a été modélisé pour la configuration du chantier. La réglementation a évolué. Aujourd'hui, vous avez le certificat de la PAV pour 1,20 m autour de la platine de détente, et ça change tout dans un chantier en ville. Donc c'est petit à petit, mais si on ne le teste pas en conditions réelles, on ne peut pas se rendre compte des problèmes. Voilà. Et puis quand est-ce qu'on passera de l'un à l'autre ? Il y a quand même un point qu'il faut prendre en compte, au-delà de la partie technique. Il y a tout ce qui concerne l'humain. Les collaborateurs, il faut les former. C'est quand même des nouveaux matériels, des nouveaux usages, de nouvelles façons de travailler. Et les clients, il faut les former aussi, parce que ça modifie forcément aussi la façon dont on fait les chantiers, dont on recharge les matériels. Donc il y a beaucoup de sensibilisation à apporter. Et ça, c'est pas juste un texte de loi, une réglementation qui va faire qu'on passe de l'un à l'autre. C'est petit à petit, en déployant des solutions, qu'on pourra aller vers peut-être plus de verre. Et un dernier mot pour Monsieur Lagarrigue en 30 secondes. Si vous me permettez, parce qu'aujourd'hui, moi, je dois vous remercier, vous féliciter tous les deux de s'engager dans ces objectifs de décarbonation. On en a besoin, nos enfants en ont besoin, c'est une nécessité, on le fait même déjà trop tard. Donc merci et bravo aux pionniers qu'ils sont de nous avoir fait confiance et d'aller de l'avant. Mais surtout, si on peut se permettre de passer un message, et ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des accompagnements également dans la compensation du CAPEX. Aujourd'hui, les solutions hydrogènes valent plus cher
que des solutions aujourd'hui encore carbonées. Et il y a énormément d'investissements qui ont été produits par les instances publiques, principalement sur la production de la molécule d'hydrogène. On voit que dans des pays où la traction de développement des solutions hydrogène est la plus forte aujourd'hui, c'est parce que les subventions servent à financer le capex de la solution plutôt que la molécule d'hydrogène. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est quand même dommage que des sociétés comme Manitou et l'Oxam ici présentes ne puissent pas bénéficier de certificats d'économie d'énergie ou de crédit carbone, alors qu'ils proposent des solutions décarbonées. Et c'est un petit peu une incompréhension aujourd'hui, et on a besoin de travailler au niveau national et au niveau européen pour pouvoir leur donner justement ces certificats qui leur permettraient d'avoir des compensations financières, leur permettant de continuer et les soutenir dans ce développement. Merci beaucoup à vous trois pour ce sujet passionnant. Un autre sujet, ce sera donc celui du soutien qu'on peut apporter à ces solutions. Merci à vous tous et au revoir à une prochaine session Evolution TV. Au revoir.